Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire de ce journal, hausse des effectifs de la MINUSCA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé ce vendredi 12 mars une résolution sur l'augmentation du nombre de casques bleus en Centrafrique, une réponse à la recrudescence des attaques depuis fin 2020. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, placé sous contrôle judiciaire, l'ex-chef d'État a été inculpé pour corruption. Il est accusé d'enrichissement illicite, de recel de produits du crime, d'entrave à la justice et de blanchiment d'argent. Et de la banque au stylisme, c'est le parcours singulier emprunté par Nina Lavoe. La Togolaise a créé sa marque Lanina avec une spécialité, la broderie perlée manuelle. Mais tout d'abord, un incendie s'est produit ce samedi dans une usine de la zone industrielle de Gabès au sud de la Tunisie. 5 personnes sont décédées, une autre a été blessée, prise en charge dans l'hôpital de la région. L'incendie a été causé par l'explosion d'une citerne d'asphalte. Les flammes ont pu être maîtrisées par les équipes de la protection civile. Pour l'heure, les causes de cette explosion ne sont pas connues. L'ONU va augmenter les effectifs de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique. Le Conseil de sécurité a approuvé ce vendredi 12 mars une résolution pour déployer 3000 casques bleus supplémentaires, une augmentation en réaction à la menace de plus en plus présente des groupes armés. Aïssatou Bahi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a accepté d'augmenter les effectifs de la MINUSCA de 2750 militaires et 940 policiers en Centrafrique. Cette augmentation rare de la taille d'une mission de paix porte les effectifs autorisés à 14 400 militaires et 3020 policiers. La mission MINUSCA figurait déjà parmi les opérations les plus importantes de l'ONU dans le monde, avec un budget annuel avoisinant le 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on demande 3 000 hommes de plus sur les 12 000 qui existent aujourd'hui sur le territoire centrafricain. Est-ce que dans 2 ans, dans 1 an, on va encore demander 5 000 hommes supplémentaires pour atteindre 20 000 hommes afin que la sécurité revienne en Centrafrique? Nous pensons que ce n'est pas l'effectif qui va changer cette donne. C'est l'efficacité. Augmenter l'effectif de l'ONU est purement et simplement non avenu. Parce que qui va payer? Ce sont les contribuables centrafricains qui vont payer d'ici 10 ans, 15 ans. Mais est-ce que la République centrafricaine a ce moyen de payer dans 10 ans, 20 ans? Ces renforts avaient été demandés par la Centrafrique, la MINUSCA et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La décision de l'ONU intervient au moment où le pays achève le processus électoral lancé en 2020 en vue des élections législatives. Processus qui a d'ailleurs été perturbé par des attaques de groupes rebelles. Les Centrafricains, ils demandent tout simplement et purement la levée totale de l'embargo, aider les FACA à avoir les armes nécessaires pour combattre les groupes rebelles, pour combattre ces terroristes. La MINUSCA doit appuyer les FACA à récupérer toutes les villes comme les FACA ont fait avec les forces alliées, c'est-à-dire les Russes et les Rwandaises. Nous avons constaté que plusieurs villes qui ont été occupées par exemple par les groupes rebelles tels que l'UPC, FRPC et les autres ont été récupérées en un temps record par les forces gouvernementales appuyées par les forces alliées. Le Premier ministre a annoncé récemment la reprise du fief du chef du groupe armé Ali Darassa, le village de Bokolobo. Parmi les objectifs des autorités, reprendre le contrôle des frontières des principaux axes, mais aussi des sites miniers comme à Diassima ou à Totoyo. La CPC se retire face à l'avancée de l'armée, mais dans un communiqué, le groupe assure adopter cette position suite aux recommandations du sommet régional de Luanda du 29 janvier. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz dans le viseur de la justice. L'ex-chef de l'État a été inculpé pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, ce qui l'oblige à se présenter à la police 3 fois par semaine. Ses déplacements à l'extérieur de la capitale Nouakchott sont également limités. Il est accusé entre autres d'enrichissement illicite. Victoria Sedji. L'affaire se complique pour l'ex-chef d'État de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Jusque-là soupçonné de corruption, blanchiment d'argent, malversation financière et de dilapidation de biens publics. Il a été finalement inculpé ainsi qu'une dizaine d'anciens collaborateurs le jeudi 11 mars 2021. Ils ont été remis en liberté, mais placés sous contrôle judiciaire. Nous considérons que la suite de la procédure sera à notre avantage.
parce que nous estimons que tous les chefs d'accusation sont nullement fondés et l'instruction va prouver que notre client est tout à fait innocent, que les griefs et les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés. Mohamed Ould Abdelaziz est dans le viseur de la justice depuis l'élection fin 2019 de son dauphin Mohamed Ould El Ghazouani. Février 2020, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte pour examiner sa gouvernance. Mais Mohamed Ould Abdelaziz brandit son immunité d'ancien président. Ses avocats et lui dénoncent un règlement de compte. D'ailleurs, il se dit dans les salons mauritaniens qu'il y a au moins quelques généraux en exercice et un richissime homme d'affaires qui s'applique à ce qu'au moins l'ancien président soit réduit à sa plus simple expression. Maintenant, en ce qui concerne la procédure, il faut savoir que la reddition des comptes est une obligation juridique et morale à laquelle aucun haut fonctionnaire ou politique, président soit-il, qui gère les deniers publics ne devrait échapper. Ainsi, on peut dire que l'inculpation d'un ancien président, qui est une situation sans précédent en Mauritanie, l'enquête soutient qu'ils ont gelé plus de 40 milliards d'ouguiya, soit plus de 96 millions d'euros, dont 29 appartiendraient à l'ancien président, même s'il n'a pas été cité, et 9 à son bon-fils, c'est là qu'on fait le lien. En partant de ces avoirs, d'ailleurs que beaucoup d'observateurs jugent très en deçà du pactole qui est estimé à plus de 500 milliards d'anciens d'ouguiya, il y a lieu que l'ancien président nous dise comment il a pu s'enrichir. Interrogé plusieurs fois, Mohamed Ould Abdelaziz est interdit depuis août 2020 de quitter le territoire. Certains de ces biens, estimés à près d'1 milliard d'euros rien qu'en Mauritanie, d'après le parquet, ont été gelés ou saisis. À noter que cette procédure judiciaire vise également l'un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres, des anciens ministres et hommes d'affaires ayant collaboré au sein de son régime de 2008 à 2019. Le RHDP endeuille le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire en hommage à la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé mercredi dernier. Les cadres de la formation politique se sont exprimés. Ils saluent le parcours de l'une des figures de proue du mouvement. Reportage d'Ange Nomenio. C'est une atmosphère de tristesse qui règne actuellement sur le RHDP. Les membres du parti au pouvoir viennent de perdre un de leurs proches collaborateurs. La douleur est encore vive, vu que cette perte survient 9 mois après celle de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le RHDP pleure un de ses dignes fils, un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le Premier ministre Ahmed, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même les situations les plus tendues. Ahmed Bakayoko était un poids lourd de la politique ivoirienne. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Ce fervent défenseur du RHDP était même pressenti comme un potentiel successeur à la présidence. Il était très proche du président Alassane Ouattara et entretenait avec ce dernier une relation de père à fils. Il estimait qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique et l'essentiel, c'est faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qui nous laisse. Un deuil national de 8 jours a été décrété sur toute l'étendue du territoire, allant du vendredi 12 mars au vendredi 19 mars 2021. Le programme des obsèques devrait se dérouler de la manière suivante. Ce samedi 13 mars, la dépouille devrait arriver à Abidjan. Dans la semaine, du lundi au mercredi, il y aura des piquets d'honneur de l'armée, du RHDP et de la République. Jeudi 18 mars, levée du corps et transfert de la dépouille à Séguéla, sa région natale. Et puis le vendredi 19 mars, prière puis enterrement dans l'intimité familiale. Recrudescence des cas de Covid-19 au Cameroun face à la hausse du nombre de nouvelles contaminations. Le personnel de santé alerte contre le relâchement dans l'observation des gestes barrières et l'opinion s'interroge sur un éventuel recours au confinement. Joël Maribalo.
Conscientes de l'augmentation fulgurante des cas de Covid-19 au Cameroun, les autorités médicales lancent un appel à la population à renouer avec les mesures barrières. Une situation qui, selon l'Observatoire du développement sociétal, pourrait être canalisée dans la mesure où le gouvernement camerounais venait instaurer un confinement partiel de sa population en effectuant la fermeture des lieux de rassemblement. On n'a jamais connu un confinement au Cameroun parce que dès les premières heures, contrairement à ce que les experts, les épidémiologistes et tous ceux qui sont dans la sphère scientifique derrière la pandémie avaient proposé au président de la République, il était le seul dans sa sagesse habituelle à dire que nous ne pouvons pas confiner au Cameroun parce que nous n'avons pas la possibilité de confiner au Cameroun. Et donc, parce qu'il tenait à ce que ses compatriotes ne soient pas séquestrés dans un confinement sans possibilité de se mouvoir, sans possibilité de vivre. Le Cameroun est passé de près de 26 000 cas positifs en décembre 2020 à près de 37 000 cas en mars 2021. La détérioration de la situation épidémiologique dans les rues est due à l'indiscipline et à la désinvolture des citoyens dans l'observation des mesures barrières. La perception du risque chez nos compatriotes a baissé drastiquement, et d'où les relâchements que nous avons observés lors des fêtes de fin d'année et toute cette période-là. Et donc, c'est une accélération de la situation depuis le début de cette année que nous sommes en train de tout faire pour maîtriser avec les nouvelles instructions que nous venons de recevoir de M. le Président de la République. Les autorités camerounaises ont annoncé pour courant mars 2021 le début de la vaccination contre le coronavirus. Cette opération permettra d'administrer 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca. En rappel, la prise du vaccin est gratuite et la vaccination reste libre et volontaire pour tous. Et le gouvernement camerounais a décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca, une décision qui intervient après que plusieurs pays aient déjà suspendu leur campagne de vaccination avec ce vaccin. Plusieurs cas de graves complications ont été constatés à la suite de l'injection de la première dose. Le Cameroun devait recevoir 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX, initiative mondiale destinée à garantir un accès au vaccin à tous les pays en développement. Et rencontre à présent avec la styliste togolaise Nina Lavoé, créatrice de la marque Lanina, lauréate de plusieurs prix. Elle s'est déjà faite un nom avec sa spécialité, la broderie perlée manuelle, une spécialité dans laquelle elle excelle. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Pleine de créativité, elle s'est déjà esquissé des modèles prêts à porter dès sa plus tendre enfance. Nina Yawa Lavoie est amoureuse du stylisme. Son talent dans le domaine a eu raison de son diplôme de brevet de technicien supérieur en finance banque. Depuis son couronnement au concours Vlisco Fashion Fund édition 2017, dont elle a été lauréate, Nina Lavoie développe la marque Lanina. Sa particularité, la broderie perlée à la main, perfectionnée au cours de ses multiples formations, notamment aux Pays-Bas. La marque Lanina allie la broderie perlée au pagne. Et souvent, j'utilise le pagne Vlisco sur lesquels je fais une broderie perlée grâce à un métier à tisser, à un crochet. Et c'est une technique souvent utilisée en France qui est née là-bas. Et le crochet s'appelle le crochet de Lunéville, d'où vient le nom. Et voilà, c'est une technique de tissage ancienne. Lanina est présente sur plusieurs défilés à l'instar d'Accra Fashion Week et Afroma Awards. Sa promotrice entend ouvrir une école de stylisme au Togo. Un métier facile, comme beaucoup le pensent. Beaucoup disent que c'est juste la machine, mais c'est pas ça. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience, de persévérance et aussi faire beaucoup de recherche. Le stylisme, c'est pas juste la couture, mais il faut aussi apprendre l'histoire de la mode. Et il y a plein de choses cachées derrière pour faire beaucoup de recherches pour y arriver. Yawa Nina Lavoie est également diplômée d'un brevet de technicien supérieur en stylisme, modélisme après sa formation à Accra, au Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.